Bonjour Anthony Gelanque, Villa-d'Agout. Bonjour. Où sommes-nous ici? Nous sommes au centre de la ville de Sant Cugat del Vallès. C'est une ville à une quinzaine de kilomètres de Barcelone, à l'intérieur. C'est une ville très très vivante. Aujourd'hui, nous sommes ici 80 000 habitants. Mais il y a qui travaillent dans le domaine de l'industrie, des services, etc. Et c'est une ville aussi très ancienne. C'était une ville qui existait déjà du temps des Romains. Et après, cette abbaye a été formée sous Charlemagne, sur les premiers moines qui sont arrivés ici. Et le bâtiment a été construit entre le XIe et le XIVe siècle. C'est magnifique cloître dans le style roman. Ça a commencé sa construction au XIIe siècle. La salle du chapitre que nous allons visiter après, ça a été construite au XIIIe siècle. Et nous avons encore un cloître supérieur de style Renaissance du XVIe siècle. C'est un des ensembles architecturaux et de sculptures romanes plus importants en Catalogne. Et c'est une fierté pour tous les gens que nous habitons ici. Nous sommes dans la salle des chapitres, et la salle des chapitres, à ce moment, ça sert à des expos temporaires. Et cette expo, il y a une quarantaine de gravures, basiquement au fort et Biran, de la première moitié du XVIIIe siècle. Et on essaie d'expliquer avec les gravures le pouvoir, le territoire, la guerre et la dévotion publique et privée au temps de la guerre de succession à la couronne d'Espagne entre la maison de Bourbon et la maison d'Habsbourg. Et voilà, on a une très importante exposition parce que toutes les gravures qu'il y a ici sont originaires. Il y a quelques exemplaires uniques même. Et on essaye d'expliquer comment les gens au XVIIIe siècle ont connu et ont vécu cette guerre. Et à l'époque, on l'a vécu et on l'a connu avec les gravures. Et c'est l'origine et les motifs, l'objectif de cette exposition. Alors vous possédez une collection de gravures allant du XVe siècle à nos jours. J'aurais envie de vous poser une question. N'est-on collectionneur ou le devient-on? Je crois tout le monde, quand il est petit, il collectionne de petits trucs parce qu'on est en concurrence avec les autres, parce qu'on aime avoir un numéro plus important de petites pierres ou de n'importe quoi. Et après, petit à petit, il y a des gens qui développent cet instinct naturel et d'autres qui disent « je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'espace, je n'ai pas la vie, je n'ai pas l'intention ». Et on se trouve collectionneur quand on trouve un homme ou une femme et une passion en même temps. Et alors on dit j'aime les gravures par exemple, je commence à acheter, à acquérir des gravures et à la fin tu dis voilà, peut-être qu'il faut le faire d'une façon systématique en remplissant toutes les époques qu'on n'a pas, etc. Et petit à petit, on devient un collectionneur. Mais même dans les gravures, on peut être un collectionneur un peu de tous les temps, comme c'est mon cas, de toutes les époques, ou on peut devenir collectionneur d'un thème ou d'une époque, ça dépend. Chacun a une passion et il faut qu'on se trouve avec cette passion sur un sujet à un moment donné. Oui, ça me fait penser je citerai bien volontiers un écrivain et aussi psychanalyste qui s'appelle Wachman, qui dit que toute collection est un acte délibéré, c'est-à-dire accompli sous la contrainte, la férule tyrannique de l'objet, rien de moins libre qu'un collectionneur, et ça se voit à l'œil nu. Qu'en pensez-vous? Je me sens très très libre. On n'est pas forcé de faire une collection. Et il faut des objets pour faire une collection. Sinon c'est une collection spirituelle, mais ce n'est pas le cas. Mais on est libre de le faire. C'est vrai qu'en devenant collectionneur, on peut aussi devenir un peu obsessif. Et il faut faire attention à ça. Parce que si ça devient une obsession qui te rend malade, il faudra bien arrêter avant de développer la maladie, non? Je me sens très très libre et je trouve que
on est dans l'esprit de l'accès à la beauté, de l'accès à quelque chose qui t'interpelle ou quelque chose qui te rend plus heureux, qui te rend plus serein et qui t'approche des idéaux esthétiques que tu aimes. Et alors, je ne suis pas d'accord avec la perte de liberté. Je crois que, comme partout, quand on est confronté à la liberté, il faut être sûr que là qu'on va faire, on peut le faire sans faire mal à personne, tout au contraire, en faisant un bien pour toi-même et pour les autres. Lors d'une précédente rencontre, j'ai pu noter que vous étiez féru d'histoire. Est-ce que cette connaissance dicte vos choix et finalement va au-delà de l'acte d'achat, enfin de sélection par pur plaisir? Le plaisir, c'est toujours important. Il faut sentir du plaisir quand on voit une pièce, quand on regarde une pièce qui peut t'intéresser. Mais je suis féru d'histoire, mais je suis aussi féru d'esthétique. Il y a des gravures, comme nous venons de voir, très liées à l'histoire. Mais maintenant, les gravures, après la photographie, sont liées à l'esthétique. Parce que l'histoire, on peut la connaître avec les photos. Alors, c'est vrai que pour connaître notre histoire, c'est très important de connaître les gravures jusqu'au XIXe siècle. Mais même dans ces choix historiques, il y a des gravures plus intéressantes que d'autres du point de vue artistique. Et après le XIXe siècle, c'est l'exploit. On n'est plus dans la gravure de reproduction, on est dans la gravure créative. Et alors, c'est complètement un choix esthétique. La combinaison histoire-choix esthétique fait une collection, si on veut, une collection complète des époques différentes. Pourquoi avoir choisi la gravure, les livres d'art? Quel a été votre cheminement? C'est très facile, c'est l'accès que je pouvais avoir au monde de l'art et de l'histoire. Comme la gravure, par définition, c'est multiple, évidemment les prix, l'accès, la possibilité, l'offre, c'est plus vaste que dans les domaines de la peinture et de la sculpture. Et alors c'est pour ça que j'ai choisi le monde de la gravure et des livres d'art. Par exemple, Magritte, c'est très difficile que j'ai jamais une pièce de Magritte originale, mais je peux avoir une lithographie dans ces cas-là, ou d'autres artistes qu'on a dans ce livre, par exemple, comme Braque. Alors, pour moi, la gravure et le livre d'art, c'est la plus démocratique des beaux-arts. Et alors, c'est pour ça que j'ai choisi le monde de la gravure, le monde des beaux-arts, parce que c'est la possibilité que j'ai, que la plupart de la population a comme accès à des œuvres de grands artistes. À Canet, en Roussillon, vous présentez cet été des gravures allant de 1930 à nos jours, 20e siècle qui a connu de profonds bouleversements technologiques. Quel regard portez-vous sur la gravure à une époque où le digital a supplanté l'analogique? Je crois qu'il ne faut jamais mettre les techniques en opposition les unes et les autres. Il y a la peinture, la sculpture, la gravure, les installations, les vidéos, la photographie. Ce sont des techniques différentes, quelquefois sont complémentaires, on voit jouer les uns avec les autres. Ça a été toujours comme ça dans l'histoire. Il y a des grands peintres qui ont été des grands sculpteurs, des grands sculpteurs qui ont été des grands graveurs. Et je trouve que ça change l'approche. Jusqu'à présent, par exemple, vous avez ici une lithographie de Calder. Évidemment, Calder, c'était un grand sculpteur, mais il était aussi un grand graveur. Parce que pour se faire connaître d'un public plus vaste, il fallait faire des gravures parce que les gens ne peuvent même pas acheter une sculpture de Calder d'habitude. Alors, je trouve qu'avec cette nouvelle approche que c'est la gravure de création, les gens peuvent connaître les grands artistes peuvent être reconnus, et on n'est pas dans les domaines de la gravure de reproduction des faits historiques. On est dans un autre monde, et ça ne collisionne pas avec d'autres techniques.
Pour vous, encore à ce jour, un artiste contemporain peut avoir un réel intérêt à faire de la gravure? Bon, le dernier grand artiste qui a fait une grande exposition au Palais des Papes d'Avignon s'appelle Miquel Barceló. Miquel Barceló fait des gravures. Vous ici à Canet-en-Roussillon, vous aurez une gravure de Miquel Barceló. Les grands artistes du XXe siècle, je cite que les Catalans ou qui ont habité en Catalogne, Miró, Tapies, Picasso, ils ont fait des gravures. Alors la réponse est claire. Oui, les grands artistes contemporains du XXe et XXe siècle se sont mis au fond de la gravure parce que c'était une façon de se faire connaître, d'expérimenter. Et voilà, ça c'est Poliakov, c'est un artiste Poliakov aussi du XXe siècle. Cet ouvrage, San Lázaro, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? San Lázaro était un marchand parisien qui était à Paris et qui était lié d'amitié avec des grands écrivains et des grands artistes plastiques. Et quand il a pris sa retraite comme marchand, ses amis écrivains et ses amis artistes lui ont offert ses livres. Alors si vous voyez ici, il y a des textes de Nina Kandinsky, de Marc Chagall, d'André Verdet, d'Henri Moore, etc., etc. Et vous avez des lithographies de Max Bill, de Max Ernst, de Joan Miró, de Graham Sutherland, et de second tirage de Braque, Fontana, Magnelli, Magritte, Picasso et Poliakov. C'est un homme qui a marqué fortement l'art du XXe siècle. Et il avait fondé aussi une revue qui s'appelait XXe siècle. Et voilà, c'est un hommage à cet homme qui a été très important dans le développement de l'art du XXe siècle. Voilà. Comment faites-vous pour effectuer des recherches et trouver ces ouvrages assez exceptionnels? Il faut être attentif, il faut avoir un réseau d'autres collectionneurs, un réseau de galeristes. Et être toujours à l'écoute, avoir le yeux bien ouvert et on trouve pas mal de possibilités. D'habitude, je travaille avec 3 galeristes à Barcelone, 3 galeristes à Paris que je connais. Et après, avec Internet, on peut être connecté, surtout pour la gravure ancienne, avec les Pays-Bas, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Allemagne. Et vous avez une offre extraordinaire de Dürer, Rembrandt, Van Leyden. Et alors, il faut choisir. Le seul problème de la gravure, c'est qu'il faut choisir. Mais l'offre et les possibilités sont exceptionnelles. Mais il faut être attentif et il faut savoir jusqu'où on peut arriver. Parce qu'avec la gravure, il faut, comme dans tous les domaines de l'art, il faut s'épanouir, mais il ne faut pas se ruiner. Et il faut jouer toujours avec les limites. Mais toute la vie est pleine de limites. Alors, ce n'est pas la seule chose qu'il faut limiter. Hein. Alors là, nous sommes face à un objet, un bas-relief, qui a une particularité. Vous pouvez nous en parler? Oui, c'est une pièce de Riera y Arago qui a fait une grande exposition au Musée d'Art Moderne de Céret il fait 2 ans. Et c'est en partie une sculpture et en partie il y a des gravures à l'intérieur de cette sculpture. Voilà, c'est une sculpture en bronze, c'est un sous-marin. Il aime beaucoup le sous-marin. Mais ici, vous avez 5 gravures au même sujet. Et vous voyez, c'est toujours les mêmes objets. Mais c'est très intéressant parce que c'est une combinaison de sculptures dans ces cas et de gravures qui font un objet d'art. Et voilà ce qu'on disait un peu avant, la combinaison entre les différentes beaux-arts donne des résultats assez magnifiques, comme cette pièce de Riera y Arago que j'ai trouvée par hasard, mais que je suis heureux de l'avoir dans ma collection. Alors on a parlé de gravure, on a parlé de technique, on a parlé d'art. Peut-on fixer un objectif à l'art, ou autrement dit, à quoi sert l'art?
l'art sert à devenir un être humain, à se confronter au monde et essayer de comprendre le monde. L'art sert à ça, à connaître la nature humaine, à connaître la recherche de la beauté. Et l'art ne doit servir, à mon avis, qu'à être un système d'être interpellé, de t'apporter de la joie, de la sérénité et te faire réfléchir sur qu'est-ce que nous faisons ici, pourquoi nous y sommes, où est-ce que nous devons faire. Et l'art, ça doit être un choix esthétique, mais doit être aussi un choix éthique. Il faut qu'il nous dise quelque chose. Il faut qu'il nous interpelle. Il faut que nous nous laissons interpeller. Et il ne faut pas faire les passages touristiques devant les pièces. Il faut s'arrêter, réfléchir, voir l'évolution de l'humanité et voir comment la beauté s'exprimer dans différentes possibilités pendant toute l'histoire. Et avec les socles de l'histoire, avancer, nous, pour faire notre histoire pour le futur.